Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je vous propose une lecture commentée d'un billet de mon blog L'élan prométhéen. Nous allons parler ce soir d'un pays d'Asie du Sud-Est, le Cambodge. Alors, je vais commencer par quelques éléments d'introduction sur l'histoire, pour vous situer un petit peu le pays, quelques notions élémentaire, et ce qui va nous intéresser plus spécialement, c'est au travers de l'étude du Cambodge, un cas finalement de transition entre deux formations sociales qui va nous permettre de voir comment se constitue une économie et une société capitaliste à partir d'une société qui n'avait pas les structures fondamentales caractéristiques de ce type de société. Ce sera donc de la sociologie d'une certaine façon, mais avec une perspective de critique sociale. Donc le Cambodge, tout d'abord, il s'agit d'un pays d'Asie du Sud-Est, Asie du Sud-Est continentale, limitrophe du Laos et du Vietnam. Il fait partie évidemment de l'ancien empire colonial français. Et moi, je vais vous en parler dans la période qui a suivi finalement la transition post-communiste locale. Le Vietnam a été gouverné par un parti communiste à partir de la fin des années 1960, ce qui a donné le mouvement qu'on appelle les Khmers rouges. Ils se sont imposés dans le pays à la suite d'une guerre et ont fondé un État qui s'appelait le Kampuchea démocratique, qui est surtout célèbre pour le génocide qui est intervenu durant le contrôle du pays par le Parti communiste des Khmers rouges. Moi, je ne vais pas vraiment vous parler de cette période en détail, simplement il faut savoir que il y a eu toute cette phase de guerre froide avec un État totalitaire extrêmement violent qui a génocidé un quart de la population et qui a poussé fortement le pays vers une agrarisation, si je puis dire, ou en tout cas un déclin des centres urbains et une obligation pour la population d'aller vers les campagnes. Si bien que dans l'état actuel de son économie, dans les chiffres de 2019, 57,6% de la population active au Cambodge était dans le secteur de l'agriculture, donc c'est donc un pays qui est extrêmement agraire et peu développé, et l'agriculture pèse un tiers du PIB du Cambodge, qui, pour vous situer, est un pays dont la population serait de 17 millions d'habitants. Donc c'est une société très fortement agraire. Les problèmes de propriété privée, de transition vers le capitalisme que nous allons étudier sont donc très fortement liés à l'évolution des structures de propriété dans les campagnes, en fait, et concernant les terres agricoles cambodgiennes. Enfin, et en guise de fin d'introduction, il faut savoir que du point de vue politique, le Cambodge est sorti finalement de son régime communiste de guerre froide. Il y a eu des élections qui ont vu la concurrence de plusieurs partis au cours des années 90. Cependant, ça reste un État qu'on ne peut pas considérer comme se rapprochant des standards démocratiques et parlementaires des États occidentaux, car du point de vue de la forme de l'État, il s'agit d'une monarchie constitutionnelle élective. Le roi des pouvoirs qui sont relativement importants, puisqu'il nomme notamment l'ensemble des membres du Sénat, me semble-t-il, ou en tout cas une partie du Sénat du pays est nommée directement par le roi. Et de plus, on peut dire que c'est un pays qui est quand même faiblement acquis au multipartisme, parce que l'ex-parti communiste local a donné naissance à un nouveau parti qui s'appelle le Parti du peuple cambodgien. Et ce parti, sans être officiellement le parti unique du pays, a quand même un poids très très fort dans la vie politique, puisque dans les années 90, il était capable d'être en coalition soit minoritaire, soit majoritaire avec d'autres formations politiques. Et depuis la fin des années 90 jusqu'à nos jours, il arrive à des situations de contrôle des assemblées parlementaires avec une position majoritaire qui laisse peu de place aux formations concurrentes. Donc on a le sentiment que malgré un multipartisme formel, les structures politiques et les cadres issus de l'ancienne classe dirigeante communiste sont encore au pouvoir et que la démocratisation et le pluripartisme reste quand même très faiblement développé au Cambodge.
Donc ça, c'était quelques éléments de cadrage du point de vue politique. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de l'histoire économique et sociale. Et justement, puisqu'on est dans un cas de transition post-communiste, il va s'agir ce soir d'essayer de comprendre quelles sont les structures que ce nouveau parti populaire cambodgien va imposer après le contexte de guerre froide. Finalement, vers quel type de société se dirige-t-on après l'expérience communiste cambodgienne? Alors, pour le comprendre, je vais travailler un article que j'ai traduit, un article d'un géographe australien qui s'appelle Simon Springer, paru en 2013 dans un journal de recherche. Simon Springer est un géographe, c'est un géographe qui se revendique des courants de la géographie radicale, donc notamment David Harvey et Mike Davis, qui sont des géographes tous les deux américains. Le second est décédé. Tous les deux géographes américains d'orientation clairement marxiste, tandis que Simon Springer, lui, appartient à une tradition politique ouvertement anarchiste. Il est d'ailleurs l'auteur en français d'une géographie, d'une introduction à la géographie anarchiste. Par conséquent, son article, même s'il tient d'une perspective de géographie et de sociologie rurale, pourrait-on dire, parce que c'est quand même une analyse de la vie des campagnes cambodgiennes, son article est quand même très fortement imprégné de biais militants et d'une perspective politique qui est extrêmement critique vis-à-vis du processus en cours, qui est un processus d'imposition de la propriété privée dans le fonctionnement des communautés rurales au Cambodge par la violence d'État, comme il va le développer dans son propos. Donc voilà, je précise pour bien situer, on a un auteur qui est scientifique, mais son article n'est pas purement académique, il y a une dimension militante quand même. Donc le début de l'article de Springer commence par une explication d'un concept important de la pensée anarchiste et peut-être plus spécifiquement des courants qu'on pourrait qualifier d'anarcho-communisme, qui est le concept de possession selon l'usage. En effet, il se réfère notamment à Proudhon, qui est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'anarchiste, notamment de l'anarchisme français au XIXe siècle. Proudhon proposait une distinction sur la légitimité de la propriété, et selon lui, la seule propriété qui est véritablement légitime est celle qui est fondée sur un usage effectif de la chose possédée. Donc je lis un petit peu. Donc, contre le droit de propriété classique, qu'on connaît, établi depuis le droit romain et redéveloppé dans les théories libérales modernes, etc. En Europe, contre ce droit en usage, l'anarcho-communisme que développe Proudhon veut fonder la propriété sur l'usage effectif. Ainsi, une maison que l'on habite est considérée comme une possession, tandis qu'une maison que l'on loue devient un moyen d'exploiter les autres et est donc considérée comme une propriété. Donc ces traditions anarchistes distinguent la possession de la propriété qui est associée à un usage lucratif du bien. Finalement, je ne me sers pas du bien, mais je le fais payer par quelqu'un d'autre pour que lui puisse avoir le droit d'en s'en servir. Ça, c'est quelque chose que les anarcho-communistes considèrent comme illégitime, ainsi que tout ce qui n'est pas finalement l'usage du bien pour répondre à des besoins de la personne qui l'utilise. Alors que la propriété tente de faire des moyens de production un droit naturel et souverain de l'individu, c'est-à-dire de faire de lui un propriétaire, Proudhon a soutenu qu'il s'agissait d'une forme illégitime d'utilisation qui constituait une forme de vol des biens communs. Cela ne veut pas dire que les moyens de production ne devraient pas exister, ce qui est bien sûr impossible, mais plutôt que ces moyens ne devraient pas appartenir à un propriétaire souverain en tant que soi-disant droit naturel. Au contraire, toute personne liée aux dits moyens de production devrait partager la prime et les excédents qu'ils produisent. En outre, il ne s'agit pas de suggérer que tout doit être partagé. Vos biens vous appartiennent sur la base de leur utilisation effective et continue. Donc ça, c'est le critère anarcho-communiste ou de propriété d'usage, si vous voulez, de la légitimité d'une possession. Vous avez droit à une chose si vous l'utilisez, si vous ne l'utilisez pas, elle doit pouvoir être utilisée par d'autres qui pourraient en avoir besoin. S'ils existaient.
Ainsi, par exemple, si vous possédez une parcelle de terre que vous entretenez pour assurer votre existence, elle est votre propriété sur la base de son utilisation effective. Si vous employez d'autres personnes salariées pour travailler cette terre pour votre propre profit, ou si vous spéculez simplement sur sa valeur sans l'utiliser réellement, elle devient une propriété privée. Donc on voit que la notion de propriété privée telle qu'elle est critiquée par l'anarcho-communisme, c'est l'usage lucratif de la propriété, y compris son extension à des relations sociales qui en fait ne concernent pas des biens mais des relations entre les personnes, comme par exemple le fait de considérer que autrui posséderait quelque chose qui serait sa force de travail et qu'il pourrait vendre sur un marché du travail à des personnes qui pourraient acheter cette force de travail, créant ainsi des relations d'employeurs et de salariés, ce qui est la base du capitalisme, à savoir l'institution du salariat, qui est une extension ou une forme de propriété privée finalement qui a été inventée pour des relations de travail spécifiques. Si un groupe travaille collectivement sur la parcelle de terre et que toutes les personnes impliquées bénéficient du profit de son utilisation, elle reste une possession, mais elle s'exprime sous une forme collectivisée. La propriété est donc définie par une relation sociale d'exploitation qui la rend fondamentalement différente de la possession dans la mesure où elle s'appuie sur la coercition, l'exclusion, la hiérarchie et surtout la violence légale pour maintenir sa pérennité. Donc là, il rajoute une idée supplémentaire. Non seulement il y a une distinction de légitimité entre ce qui relève d'un usage réel et ce qui n'en relève pas, mais, nous dit l'auteur, pour que la propriété privée, c'est-à-dire les usages des choses qui ne dépendent pas de leur usage effectif, puissent se maintenir, eh bien ça suscite un appareil d'État et de violence coercitive parce qu'il faut pouvoir continuellement refuser à des gens qui pourraient utiliser les choses non utilisées la possibilité de les utiliser. Typiquement, prenons un exemple contemporain très parlant, il y a plusieurs centaines de milliers ou plus millions de SDF dans ce pays, et il y a des propriétés privées non utilisées, notamment sous la forme de résidences secondaires. Donc ça n'est possible que parce qu'il y a un État et une police qui empêchent les premiers d'aller vivre dans les biens inoccupés des seconds. Cette notion anarchiste de l'usage réel comme seule forme légitime de possession est également une caractéristique des sociétés dites primitives ou pré-alphabétisées. Alors ça, c'est un point très important, parce que jusque-là, on aurait pu se dire que la critique de la propriété privée développée par l'anarcho-communisme, que vous soyez d'accord avec elle ou pas, Amine, c'est mon sujet, mais on aurait pu se dire, d'un point de vue de réflexion politique, que ça n'est jamais qu'une proposition contestataire vis-à-vis d'une institution existante. Donc il y aurait d'abord la propriété privée, puis il y aurait une critique qui en serait faite notamment par des auteurs du 19e siècle comme Proudhon. Et donc ce serait finalement, on opposerait une utopie ou une représentation d'une société désirable à une institution déjà existante. Or, ce n'est pas ce que montre la recherche en anthropologie, parce que comme on le sait depuis au moins le 19e siècle, il existe de nombreuses sociétés anciennes ou archaïques, ou des sociétés disparues, qui reposaient sur des institutions de propriété collective qui se rapprochent des modèles défendus justement par la tradition anarcho-communiste, ou même communiste en général. Alors, ces formes de propriété, donc relevant de la possession, nous dit l'auteur, restent répandues dans le Cambodge contemporain, où les taux d'alphabétisation sont encore relativement faibles par rapport à d'autres pays, et où le développement d'un système juridico-cadastral, donc un système où on définit des parcelles et chacun un propriétaire bien délimité, etc., est en contradiction avec les conceptions locales de l'espace qui sont ancrées dans le consensus communautaire et l'occupation existante. Contrairement à ces spatialisations traditionnelles, les changements du système foncier au Cambodge ont été introduits à la fin de la guerre froide en 1989, lorsque le gouvernement cambodgien a tenté de rendre le pays plus attractif pour les capitalistes étrangers. Donc, le système du Cambodge, ça va être redéployé plus tard sur ses origines historiques, mais on avait au départ des systèmes de possession collective agricole, où finalement la communauté vit sur des terres et les exploite en commun, sans qu'il y ait des parcelles bien délimitées, et encore moins des titres de propriété fondés sur des bouts de papier qui disent que ceci est à un tel et un tel. Mais ça commence à changer, et c'est ça qu'a mis en place finalement le gouvernement post-guerre froide, post-communiste au Cambodge. L'État cambodgien, si vous me permettez cette métaphore, on pourrait dire qu'il a fait de la privatisation d'État, comme il y a eu une collectivisation d'État en URSS. C'est-à-dire que
Elle a imposé finalement l'introduction de rapports de propriété privée dans des comportements des groupes sociaux où ça n'existait pas. La pierre angulaire de la transformation politico-économique et de la néolibéralisation rapide du Cambodge a été la promulgation de la loi foncière cambodgienne en 2001. Avec sa promulgation, une réforme foncière d'ampleur a été mise en œuvre et un conflit foncier généralisé s'en est suivi. Alors, le fait qu'un certain nombre d'individus aient été privés de leurs terres a amené des organisations internationales comme la Banque mondiale ou des ONG à essayer de défendre les droits des populations spoliées de leurs terres ancestrales en motivant des recours en justice et en essayant de faire enregistrer officiellement ces terres dans le système voulu par les autorités politiques en place du pays. Cependant, cette stratégie est contestée par Simon Springer. Il faut bien se rappeler qu'on a affaire à un auteur qui se place dans une position anarchiste. Et du point de vue de Simon Springer, la solution qui consisterait à essayer de faire reconnaître des titres de propriété privée auprès de l'État qui cherche à les imposer en essayant en quelque sorte de calmer le conflit entre les deux parties n'est pas une bonne solution parce que le droit est intrinsèquement violent et au service de la propriété selon Simon Springer. Il va essayer de montrer que en fait, ces tentatives réformistes ne sont vouées à l'échec et ne rendent pas compte des besoins des populations locales. Alors, c'est ce qu'il nous dit juste après. Donc, cette approche par l'enregistrement officiel et la commercialisation, donc accepter ces structures de propriété privée, mais en essayant de faire reconnaître des droits auxquels les gens ne savaient pas qu'ils avaient droit auparavant. Cette approche a augmenté de manière significative la vulnérabilité des Cambodgiens en matière de privation de terre, en exacerbant le besoin de certification écrite pour prouver la détention d'une propriété légitime. Avec le remodelage des modèles traditionnels de propriété foncière par le biais d'un modèle basé sur le marché, la motivation pour acquérir des terres au Cambodge n'est plus liée à la subsistance, mais plutôt au profit, par lequel les spéculateurs cherchent à prendre de l'avance, c'est-à-dire à prendre de l'ascendant ou à exploiter, via l'accumulation de terres transformées en propriétés. Ces dernières années, de vastes étendues de terres ont été converties en plantations d'arbres dans toute l'Asie du Sud-Est, ce qui a entraîné une fragmentation et un déplacement d'ampleur de la main-d'œuvre qui intensifie l'urbanisation, les populations rurales étant dépouillées de leur ancrage à la terre qui les faisait traditionnellement vivre. Soit dit par parenthèse, et là c'est un article sur le Cambodge, mais des processus très similaires sont à l'œuvre dans la région, et je pense en particulier au nord du Laos. Au Cambodge, ce schéma se déploie au travers des agents de pouvoir bien positionnés qui ont commencé à déposséder des Cambodgiens ordinaires en masse en imposant leur propre propriété présumée. La dépossession est un concept bien compris et accepté dans le Cambodge d'aujourd'hui. Donc ensuite, il y a des considérations sur son article sur le fait que ces tentatives d'imposer la propriété privée à ces sociétés agraires qui ne la connaissaient pas remontent au colonialisme des Européens. Toutefois, les modèles de propriété foncière ont été complexifiés par l'exurbanisation forcée sous les Khmers rouges. Donc ça veut dire le fait d'avoir forcé la population des villes à aller vers les campagnes, ce qui fait qu'il y a une forte population rurale, comme je l'ai dit au début. Et les modèles de réinstallation post-Pol Pot qui ont vu des milliers d'individus et de familles tenter de retourner dans leurs maisons pour les découvrir détruites. Donc il y a beaucoup d'individus finalement qui ont voulu changer de localisation géographique à la fin de la dictature communiste et qui semblent se retrouver dépossédés de toute place dans la société parce que leurs anciens villages ou les anciens endroits auxquels ils pouvaient vivre n'existent plus ou peut-être ont été rachetés depuis. Enfin bref, il y a des problèmes pour que les gens puissent se réinstaller là où ils le voulaient. La dévastation causée par des années de guerre a non seulement nécessité l'installation sur les parcelles vacantes précédemment occupées par les victimes du génocide, mais a également encouragé la réadaptation de modes de vie communautaires.
Dans un tel contexte, nous pouvons considérer la création de la propriété comme ayant été délibérément imposée par l'appareil d'État. L'objectif est clair, expulser par la force les individus qui occupent actuellement une parcelle de terrain souhaitée et légitimer simultanément cette revendication violente et excluante de l'espace par une litanie de documents écrits officiels qui n'ont guère de sens, sauf pour ceux qui passent plusieurs années à étudier un ensemble codifié de préceptes, de conventions et de précédents, et pratiquement aucun sens pour ceux qui viennent d'un milieu culturel caractérisé par l'oralité. Donc des populations paysannes norvégiennes qui sont bien souvent analphabètes et qui ne comprennent pas qu'on leur demande des documents pour vivre là où ils ont toujours vécu, même si c'est pas forcément très bien défini, puisque c'est des possessions collectives, voilà, il n'y a pas de cadastre. Alors, il va ensuite, Simon Spengler, réutiliser un concept qui avait d'abord été développé par Marx, qui est la notion d'accumulation primitive du capital, c'est-à-dire l'idée que le capitalisme présuppose pour s'implanter dans une société une forme de violence d'État qui dépossède les individus de leurs moyens de subsistance et qui forme une masse de population disponible pour les besoins d'un marché du travail. Alors, il nous dit, il y a imbrication entre la méthode de l'accumulation primitive et l'exercice brutal du pouvoir de législation de l'État. La conséquence de cette union impie est que, malgré la caractérisation courante des cas d'expulsion au Cambodge comme étant illégaux, la plupart des dépossessions se déroulent en fait à travers les articles écrits de la loi. Et c'est là où il s'oppose finalement à la position des ONG internationales et des humanitaires gentils, parce que en fait, c'est pas que les gens sont victimes de non prise en compte de leurs droits, c'est que en fait, leurs droits, c'est qu'ils n'en ont pas. Enfin, ils n'ont pas le droit à ce terrain en particulier, donc, puisqu'ils n'ont pas de documents pour justifier que c'est chez eux. Et donc ça nous ramène à la question finalement de qu'est-ce que c'est que le droit, qui a la loi dans sa main, qu'est-ce que c'est que la loi? La loi, c'est l'expression du pouvoir de l'État. Des comptes rendus récents sur le conflit foncier ont plaidé pour que les notions de classe et de pouvoir occupent une place centrale dans les analyses du changement agraire. Et si je suis d'accord sur l'importance d'une telle focalisation, je tiens à la modifier légèrement en mettant l'accent sur la violence et la loi, et en particulier sur leur recoupement. Tac. Après, il fait des parallèles sur le fait que le phénomène qui étudie pourrait être étendu à d'autres contextes, donc peu importe. Donc il fait des parallèles, hein, les mêmes phénomènes, pourrait trouver des parallèles dans l'Anatolie de la fin du XIXe siècle ou dans d'autres sociétés. Bon, voilà, c'est pas original en fait, le phénomène que je suis en train de décrire. Les processus de libéralisation. Donc voilà, cette libéralisation d'une économie dont il faut bien imaginer que dans la période communiste, c'était une économie d'État planifiée extrêmement bureaucratique et centralisée, hein, comme voilà, l'URSS ou n'importe quel État communiste auquel vous pourriez penser. Et là, on passe finalement à l'inverse, c'est-à-dire que ce n'est plus la cultivation forcée, mais c'est le marché forcé et le capitalisme qui essaie d'être imposé à la population. Alors, les processus de libéralisation au Cambodge ont été d'une part guidés par les objectifs et les idéaux de la communauté internationale des donateurs depuis la transition parrainée par les Nations Unies au début des années 90. Et d'autre part, facilement adoptés par les élites locales comme un moyen kleptocratique d'accroître à la fois leur richesse et leur emprise sur le pouvoir politique. Donc, pourquoi est-ce que l'ex-parti communiste devenu parti populaire du Cambodge et les élites politiques locales acceptent finalement cette transition vers une économie capitaliste? Tout simplement parce qu'ils y voient un moyen de développer le pays, de s'enrichir et de pouvoir s'enrichir aussi d'un point de vue personnel, c'est-à-dire qu'on va passer à une domination où les biens sont possédés par la médiation de l'appartenance au parti, à un système beaucoup plus classique, oligarchique, comme on connaît dans les États occidentaux, c'est-à-dire que vous êtes puissant parce que vous avez beaucoup de propriétés privées et d'argent. Et donc on va essayer d'avoir aussi une économie agraire qui se spécialise, qui devient une économie qui travaille pour le marché, qui exporte à l'international, qui gagne des revenus, etc. Donc tout un processus de développement de l'économie de marché et du capitalisme. Le résultat de la libéralisation, de la privatisation et de la déréglementation généralisée est une industrie spéculative qui a produit un grand nombre de cessions de titres fonciers obtenus par des moyens douteux. Parce que là, j'ai parlé du rôle de l'État, mais on pourrait rajouter une couche, évidemment, de corruption, comme vous en doutez. Hein. Et un nombre croissant d'expulsions sanglantes et de prises de terre violentes. Tant le suivi des ONG que les rapports des tribunaux cambodgiens confirment que le nombre des conflits fonciers n'a cessé de croître depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2001,
Tandis qu'au cours des 15 dernières années, les investisseurs privés ont acheté le chiffre stupéfiant de 45% de la superficie totale du Cambodge. Donc on peut évidemment penser à des Cambodgiens, notamment des anciennes élites, qui vont utiliser leur pouvoir politique pour acquérir des terres pour leur enrichissement personnel. Mais comme il y a une envie d'attirer des capitaux étrangers, notamment pour faire de la modernisation agricole et de la spécialisation agricole, on peut imaginer qu'une partie de ces terres sont en fait la propriété d'investisseurs étrangers, peut-être régionaux spécifiques à l'Asie, hein, mais voilà. C'est pas que le capitalisme endogène, si je puis dire, au Cambodge, nouvellement capitaliste, qui se jette sur ces terres, c'est aussi potentiellement d'autres investisseurs étrangers. Alors, s'agissant des chiffres de ces personnes qui sont victimes de ce processus d'accaparement des terres et d'expulsion forcée, il y en aurait, selon une ONG locale, 250 000 personnes concernées par des expulsions forcées depuis 2003. Un rapport d'Amnesty International de 2008 cite le chiffre de 150 000 Cambodgiens supplémentaires qui risquent d'être relogés de force dans tout le pays, etc. etc. Un rapport d'une autre ONG relève en outre que de nombreux ménages vulnérables ont été arbitrairement exclus du système d'attribution des titres fonciers, ce qui prive effectivement ces familles de toute possession contre l'accaparement des terres et de toute chance d'obtenir une compensation adéquate pour leurs terres expropriées, des circonstances qui exacerbent et produisent activement des situations de pauvreté. Ces dépossessions ont été soutenues par l'impunité systématique de la classe dirigeante cambodgienne, composée du Premier ministre Hun Sen et de son cercle restreint de courtisans. Du point de vue du capitalisme, il y avait tout d'abord un besoin de créer la propriété privée de la terre dans un pays où elle était absente, ce qui signifiait littéralement de l'amener à exister par des lois écrites. Donc ça c'est très intéressant puisque ça nous permet de nous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas déjà, que la propriété privée, loin d'être une institution naturelle et éternelle voulue par Dieu ou voulue par les lois du marché ou que sais-je, est une institution sociale qui dépend d'accords entre les individus ou en l'occurrence d'absence d'accord et du fait que ça a été imposé par ceux qui avaient le pouvoir politique à un moment donné. Ça n'a rien d'évident, la propriété privée. Bien que le Cambodge ait développé son propre système d'écriture sophistiqué remontant au moins à l'an 611, bien avant l'arrivée des Européens, le khmer écrit n'était pas largement utilisé en dehors des œuvres littéraires et n'a pas été normalisé, reconnu comme langue officielle seulement après l'indépendance du pays vis-à-vis de la France en 1953. Les plus anciens codes juridiques connus ont été rédigés pour permettre aux États émergents et à leur classe sociale dominante à la fois de légitimer et d'exercer un pouvoir de classe sur les non-lettrés. L'application de l'écrit à la propriété privée n'a vraiment commencé à prendre racine au Cambodge que lorsque l'idée de propriété est arrivée via sa rencontre coloniale avec la France, donc dans la période 1863-1953. Avant l'arrivée des Français, dans le cadre du féodalisme khmer traditionnel, et conformément à la tradition monarchiste cambodgienne du Devaraja, le culte du dieu roi divin, la terre était dévolue directement au souverain comme héritage divin. Il ne s'agit pas de faire preuve d'un romantisme idyllique ou de suggérer que les relations sociales pré-capitalistes étaient bénignes, car le système féodal cambodgien était caractérisé par une structure spatio-hiérarchique rigide. La population était divisée entre la minorité urbaine de la capitale, les habitants des petites villes, les villages rizicoles entourant les villes et les habitants des villages sauvages. Dans cette matrice spatiale, le dieu roi et sa bureaucratie représentaient le sommet du pouvoir, tandis que les peuples vivant dans les zones périphériques et les enclaves sans terre incarnaient le nadir. On pense que beaucoup travaillaient dans les grands domaines détenus par le roi et quelques nobles importants. Si toutes ces terres, au moins en théorie, appartenaient au souverain pendant la phase féodale du Cambodge, dans la pratique, la culture de la terre ou la possession bénéficiait d'une reconnaissance. La loi foncière de 1884, mise en œuvre par l'administration coloniale, a modifié la structure foncière du pays en introduisant le concept de propriété foncière exclusive, qui a servi de garantie aux investissements des colons français, en déclarant que les terres du royaume, jusqu'à ce jour propriété exclusive de la couronne, cesseront d'être inaliénables. Les autorités françaises et cambodgiennes procéderont à l'établissement de la propriété privée au Cambodge. Donc là aussi c'est très intéressant, ça nous montre que cette institution de la propriété privée de la terre, non seulement elle n'est pas naturelle, non seulement elle est imposée par certains groupes de pouvoir, mais dans le cas du Cambodge, c'est une conséquence de la colonisation du Cambodge par le colonialisme français. Entre parenthèses, si vous avez lu les écrits
les écrits d'économie politique de Rosa Luxembourg datant du début du XXe siècle. Elle analyse le fait que sur de très grandes vastes superficies de la planète, les États coloniaux européens ont imposé le système de la propriété de la terre à des sociétés agraires traditionnelles qui ne la pratiquaient pas. Donc le capitalisme n'est pas un phénomène naturel, spontané, s'originant dans la nature humaine et son avidité ou je sais pas quoi, c'est quelque chose qui a une histoire et en l'occurrence qui a été imposé par les conquêtes coloniales européennes. Un système de cartographie cadastrale et d'enregistrement a rapidement suivi en 1912, qui a été renforcé par des droits de propriété exclusifs et définitifs en 1920, Bon, bref, on impose au Cambodge la propriété privée pour que les coloniaux, quand ils vont sur place investir, acheter des biens, créer des structures d'exploitation coloniale, etc., ils sauront que l'administration coloniale en place, avec le concours des autorités acquises au colonialisme, feront en sorte que leurs investissements seront sécurisés. Donc ça va permettre une expansion à l'international des capitaux des États, des centres des États coloniaux, des empires coloniaux. Donc la documentation écrite de l'immatriculation des terrains a commencé à usurper tout sens de la bonne foi accordée à l'oralité. Donc finalement les pratiques de reconnaissance des terres commencent à changer avec le colonialisme. Donc pourquoi est-ce que la loi agraire n'a pas suscite une multitude de conflits fonciers? Tout simplement parce qu'elle a été imposée aux populations qui n'ont pas vraiment compris le principe ou qui n'ont pas pris les précautions qui se seraient imposées face aux la nouvelle législation imposée par l'État. Alors je le dis, les villageois ont négligé d'échanger les titres de propriété car ils pensaient que le maintien de relations harmonieuses avec les chefs de commune, qui supervisaient traditionnellement les échanges de terres, protégerait mieux leurs revendications. Les Cambodgiens pauvres comprenaient mal la signification à la fois des titres fonciers et de lois foncières récemment adoptées, car leur conception de la propriété foncière restait ancrée dans les notions de possession opposées à la propriété privée. Alors, quelle forme ça prend, ce déguerpissement forcé des paysans, lorsque finalement on a enregistré que telle terre appartenait à personne, soi-disant, puisqu'il n'y a pas de déclaration écrite en bonne et due forme qui fonde sa propriété, et en fait, comment ça se passe lorsqu'on expulse des gens de terres qui ont été acquis par quelqu'un d'autre, alors qu'il y a quand même des gens qui vivent et qui en dépendent. Exemple, la situation dans le village de Spinchi, à Sihanoukville, démontre clairement que les actes violents soutenus par l'autorité souveraine, tels que l'expulsion forcée, l'intimidation, la surveillance, l'emprisonnement, le meurtre par arme à feu et la dépossession, font partie intégrante de l'imposition de la propriété privée. Aux premières heures du matin du 20 avril 2007, plus de 100 policiers militaires, municipaux et civils lourdement armés ont bloqué l'accès au village et ont ordonné aux habitants de partir immédiatement. N'ayant nulle part où aller, les villageois ont évidemment refusé. Au cours des heures suivantes, le nombre de policiers armés est passé à plus de 300 personnes, armés d'AK-47, de matraques, de bâtons électriques et de gaz lacrymogènes. Le siège a commencé par des tirs de sommation en l'air de la police qui ont réussi à terroriser les enfants du village, qui ont couru vers la plage voisine pour s'échapper. De nombreux adolescents et adultes ont riposté avec des pierres, des bâtons et des couteaux, mais ont été rapidement maîtrisés et arrêtés, selon un rapport de Amnesty International 2008. Les habitants qui ont refusé de sortir ont été littéralement bousculés, brûlés, enfumés et écrasés hors de chez eux. Tandis que la police allumait des feux, utilisait des canons à eau et traversait leurs habitations avec une pelleteuse. La police elle-même a documenté la violence de l'expulsion avec des photographies qu'un officier sympathisant a divulguées aux villageois. Ils ont ensuite partagé avec moi en me demandant de les montrer au monde. Donc ça nous indique que Simon Springer a fait des recherches de terrain pour faire cet article. Avant midi, le village entier a été rasé et leurs biens ont été pillés ou détruits, notamment des filets de pêche, 16 motos et 2 générateurs. Les dépossédés sont capables de reconnaître l'essence de la loi pour ce qu'elle est, l'application obscure de la violence organisée de l'État pour contraindre à une obéissance généralisée vis-à-vis des caprices des puissants. Donc l'État est un instrument de violence aux mains de ceux qui le contrôlent.
Ils sont capables de le faire précisément parce que les expulsés ont vécu et expérimenté la loi dans sa forme la plus fondamentale. Et pourtant, lamentablement, une fois que le pouvoir de la violence de la loi a été démontré par des processus tels que l'expulsion forcée, la menace de l'application de la loi, est souvent suffisante pour façonner un sentiment de honte et de déférence devant la loi. Donc les gens se résignent à leur sort. Le moment de cette expulsion est révélateur. Les prix des terres côtières ont commencé à monter en flèche en 2005, en raison à la fois de l'exploration pétrolière dans le golfe de Thaïlande, juste au large de Sihanoukville, et d'un boom de l'industrie touristique, les îles au large de la côte ayant été louées à des sociétés privées pour développer des stations balnéaires haut de gamme. Des propriétés en bord de mer, à seulement quelques centaines de mètres du village, ont ensuite été affectées au développement d'hôtels 5 étoiles. Ces événements signalent une évolution vers une spéculation orientée vers le profit, où les terres acquises sont transformées en propriétés, une institution que le capitalisme considère comme une ressource principale pour assurer sa supériorité sur les autres. Ce qui n'est malheureusement pas bien compris, c'est à quel point la propriété est une institution réellement coercitive. Alors ici, un auteur, Hay, qui affirme que l'impact coercitif de la loi est l'élément le plus important pour ceux qui, en fait, sont les victimes les plus directes de sa violence, les pauvres. Où la légitimation de la parole de la loi est la plus convaincante pour ceux qui sont prédisposés à la croire, qui la partagent, qui l'expriment. Donc ces transformations nous montrent qu'il y a bien un processus, finalement, de libéralisation et de développement d'une économie de marché au Cambodge, et qu'elle se fait avec la complicité de l'appareil d'État qui finalement spoile les paysans de certaines terres, qui les offre à d'autres, qui eux vont les vendre, les louer à des investisseurs étrangers et faire garantir leur propriété par leur adhésion à l'appareil d'État. C'est ainsi que des espaces qui autrefois étaient paysans communautaires et collectifs deviennent des espaces privés dans une économie beaucoup plus moderne. L'article 30 de la loi foncière de 2001 a été au centre des débats sur la propriété au Cambodge, car il indique que toute personne qui, pendant au moins 5 ans avant la promulgation de la présente loi, a joui de la possession pacifique et incontestée d'un bien immobilier, pouvant légalement faire l'objet d'une possession privée, a le droit de demander un titre de propriété définitif. Cet article est généralement interprété comme signifiant que toute période de 5 ans d'utilisation incontestée se traduit par la reconnaissance d'un droit de propriété. Cependant, l'usage incontesté doit avoir été continu pendant une période minimum de 5 ans avant la promulgation de cette loi, ce qui signifie que l'usage doit avoir commencé au plus tard en 1996. Suite à la mise en œuvre de cette loi, la validité juridique accordée à l'utilisation effective de la terre a été révoquée comme moyen d'obtenir des droits. Par exemple, une famille qui vit sur une parcelle de terre non contestée depuis 1997, jusqu'au moment de la rédaction de ce document en 2012, n'a aucun droit légal sans document écrit officiel, indépendamment des témoignages qu'elle peut produire pour attester de la véracité de sa revendication d'usage effectif de la terre. En outre, l'article 30 indique explicitement le droit de demander un titre de propriété définitif. Cela ne signifie pas que l'acte sera effectivement donné, mais qu'il s'agit d'une décision qui sera prise arbitrairement par les tribunaux. Mon emploi du mot arbitraire ici n'est pas sans conséquence ou inconsidéré. L'arbitraire renvoie généralement à deux idées connexes, la première étant que les résultats reposent sur un choix aléatoire ou un caprice personnel, tandis que la seconde se rapporte à l'utilisation incontrôlée et autocratique de l'autorité. Les mots arbitrage et arbitraire sont tous deux dérivés du latin arbiter, qui signifie juge ou chef suprême. Prises ensemble, ces connotations étymologiques et contemporaines révèlent la nature illusoire et souveraine de l'arbitrage juridique et devraient donc nous obliger à reconnaître la violence qui soutient le pouvoir d'interprétation et donc l'autorité de la loi. Donc là, il insiste sur le fait qu'on a beau dire qu'on se réfère à la justice, que c'est des tribunaux, etc., qui vont entendre les plaignants et prendre une décision, etc. À la fin des fins, c'est un élément, les tribunaux de l'appareil d'État. L'appareil d'État est contrôlé par des gens. Et donc finalement, derrière cette formalité du droit se cachent des rapports de pouvoir entre des groupes sociaux qui finalement n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas les mêmes visions du monde. On peut très fortement imaginer que les gens qui occupent les tribunaux sont plutôt des urbains qui manient la culture écrite, et que les plaignants en l'occurrence sont des paysans lettrés. Bref, ça fait un grand écart culturel qui ne garantit pas vraiment que ces populations qu'on peut tout à fait imaginer comme étant vues de manière un petit peu condescendante par les élites en place, puissent arriver à faire entendre leur voix.
En plus, j'ai pas vu de considération de ce type-là dans l'article, mais comment dirais-je, dans le fonctionnement des sociétés d'Asie du Sud-Est continentale, il y a bien souvent un clivage entre les populations côtières ou des zones de delta qui sont souvent plus fortunées parce que liées à des réseaux marchands très anciens, et les populations montagnardes de différentes ethnies qui sont souvent plus pauvres et moins intégrées aux appareils d'État en Asie du Sud-Est. Donc il n'y a pas encore en fait d'État-nation dans ces régions, ou en tout cas si État-nation il y a, c'est des choses qui sont en développement. Il y a parfois des conflits ethniques entre groupes sécessionnistes ou qui voudraient une autonomie politique. Tout ça peut aussi expliquer pourquoi des groupes sont facilement dépossédés de leurs biens et laissés sans aucun droit et deviennent finalement une masse de prolétaires qui vont aller s'employer dans les industries où là il le pour, en fait. Sans compter le développement de la prostitution ou du trafic de drogue, notamment dans le fameux triangle d'or de la région. Ce qui est particulièrement intéressant de la lecture de cet article de Simon Springer, outre le fait qu'il montre bien que la propriété privée n'est pas une institution naturelle et que dans le cas du Cambodge, son imposition trouve ses racines dans le colonialisme européen, puis dans les stratégies d'accumulation de richesses privées par la classe dirigeante depuis la transition post-soviétique ou post-communiste, ou post-Khmer Rouge. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que en fait, le processus qui a eu lieu au Cambodge n'est pas original. Alors, j'ai cité quelques cas d'espaces coloniaux qui ont vécu le même processus. On pourrait trouver des parallèles possibles avec la colonisation des Amériques, à partir du XVIe siècle par les Européens. Mais ce qui est particulièrement intéressant, et ce qui montre que le développement du capitalisme en fait, a toujours reposé sur une accumulation primitive employant des moyens de violence extrêmement brutaux, c'est le fait qu'on trouve le même genre de processus dans le mouvement qui a eu lieu en Angleterre au cours de la période moderne, qu'on appelle le mouvement des enclosures, qui est un prérequis du développement capitalistique et industriel qui a fait de l'Angleterre la première puissance mondiale au XIXe siècle. Tout ceci a été étudié en détail par Karl Marx notamment, et ensuite par l'historien de l'économie Karl Polanyi. Ils ont montré finalement, à l'encontre de la vision libérale classique des Adam Smith, des Bastiat et des auteurs finalement libéraux du XIXe siècle, qui voyaient dans l'institution de la propriété privée et les mécanismes de marché un fonctionnement qui serait en fait naturel, qui dépendrait de la nature de l'homme, qui serait à la fois égoïste et coopérative. Ces auteurs socialistes critiques comme Marx ou Polanyi ont en fait montré l'origine politique et historique des institutions du capitalisme tel qu'il est apparu en Europe. Je vais vous citer un passage de David Harvey qui parle exactement de ça. David Harvey, donc lui-même un géographe marxiste. Pour Marx, l'accumulation initiale résulta d'une violente expropriation des moyens de production, qui permet à une minorité de s'approprier les surplus de capital, tout en forçant le plus grand nombre à adopter un travail salarié pour vivre. La migration de la force de travail excédentaire des campagnes vers les villes, la concentration urbaine des richesses entre les mains des marchands et des usuriers, qui détruisait la propriété foncière en la convertissant en richesse financière, l'extraction d'un produit net des campagnes au bénéfice des villes, ces trois facteurs facilitèrent la concentration sociale et géographique des surplus. Donc ce sera certainement le sujet d'un développement dans une future vidéo, mais le processus qui a eu lieu au Cambodge en fait a déjà eu lieu en Europe, dans plusieurs parties de l'Europe, mais de manière particulièrement visible et accrue dans l'Angleterre du XVIIe et XVIIIe siècle, avec ce qu'on appelait le mouvement des enclosures, c'est-à-dire précisément cette privatisation forcée des anciennes terres agricoles collectives, de ce qu'on appelait les communs ou les commons en anglais. On a eu donc ce processus qui a eu lieu dans l'Angleterre des XVIIe et XVIIIe siècles ainsi qu'aux Pays-Bas. Ils ont véritablement été des espaces précurseurs de l'imposition du mode de production capitaliste, avec toutes les conséquences qui s'en suivent, à savoir une diminution constante de la population agricole et l'urbanisation, le développement de classes ouvrières et industrielles dans les zones où finalement toute cette population qui n'a plus accès à la terre va devoir aller gagner sa vie en s'employant sur des marchés du travail, et finalement la constitution du monde moderne tel qu'on le connaît,
sont des processus qui reposent finalement sur cette violence conjointe de l'appareil d'État d'une part, dans un cas c'est l'État cambodgien contemporain, dans d'autres cas c'est l'État britannique, les autres États européens à l'époque moderne, et finalement c'est dans cette violence d'État associée aux intérêts de couches marchandes qui ont mis en place ces dispositifs de propriété privée que s'origine le fonctionnement des économies capitalistes. On trouvera une imposition du système de la propriété privée et particulièrement de son extension aux relations de production avec le salariat dans le code civil napoléonien qui sera étendu à l'ensemble de l'Europe au moment des conquêtes napoléoniennes. Voilà, ce sont des sujets relativement complexes, je pense que ça méritera d'autres développements dans de futures vidéos, mais en tout cas c'est très intéressant comme article de lire Simon Springer, parce que ça nous permet, à travers cette étude de cas sur le Cambodge, de dénaturaliser les institutions du capitalisme moderne, de ne pas les considérer comme une fatalité transhistorique, mais bel et bien comme le processus, comme la conséquence du processus politique entre des acteurs ayant des intérêts opposés. Voilà, je vous remercie et je suis à l'écoute de toutes vos questions.